Bonjour, un essai aujourd'hui, un petit essai puisqu'il s'agit d'un que sais-je, La vie japonaise par Anne Gonon, donc c'était paru aux presses universitaires de France dans la collection que sais-je. Ça date de 1996 et c'est le format habituel de 128 pages. Le monde change en permanence, sans blague, et le Japon aussi vite que les autres pays. D'où un certain problème concernant ce que sais-je signé Anne Gonon, et qui vise dès son titre à donner aux lecteurs français une idée de ce que peut être la vie quotidienne au Japon, car 20 ans se sont écoulés depuis sa parution. Dès lors, la vie quotidienne ici décrite n'est sur certains points pas tant celle d'aujourd'hui que celle d'il y a 20 ans. En effet, ce petit livre date de 1996 et n'a semble-t-il pas connu de mise à jour depuis. Or, beaucoup de choses à vue de nez ont changé. Et peut-être tout particulièrement au Japon, qui alors commençait tout juste à découvrir les joies de la crise. Ce n'est certes pas la première fois qu'une de mes lectures japonisantes est affectée par ce travers, sortie de certains champs où la mise à jour régulière n'est peut-être pas aussi fondamentale, même si toujours bonne à prendre, l'histoire précontemporaine, la littérature, la pensée, etc. Les études portant sur des sujets très contemporains sont par essence vite datées, et peut-être tout particulièrement les que sais-je avec leur densité particulière. La géographie humaine et l'histoire contemporaine, tout spécialement quand elles entrent en relation directe avec les considérations économiques, jugées d'une importance cruciale, sont des matières qui demandent à être réactualisées régulièrement, et peut-être même avec une certaine urgence. Et nombre de questions de société engagées dans un certain mouvement en 1996 ont pu drastiquement évoluer sur cette lancée en 20 années, même si sans garantie. À titre d'exemple, la condition des femmes a sans doute évolué depuis, mais le problème demeure épineux et les avancées souvent bien timides. Les crises du mariage et de la natalité se sont par contre considérablement aggravées, et le vieillissement de la population par la même occasion, avec des effets probablement pas si sensibles en 1996. Dans le monde de l'entreprise, l'emploi à vie ne fait probablement plus sens aujourd'hui, ce qui, mine de rien, a des conséquences de poids, et les loisirs comme la culture de 2017 peuvent bien être éloignés parfois de ce qu'ils étaient en 1996, et les sociabilités qui vont de pair de même. Reste que ce petit ouvrage constitue une base tout à fait valable, même si à compléter sans doute le moment venu par d'autres études plus récentes. Mais pour introduire à certaines questions concernant la sociologie et ou l'anthropologie du Japon, je suppose qu'on aurait pu tomber plus mal. Et des progrès avaient déjà été accomplis alors dans ce champ d'études, si souvent piégé par les stéréotypes ou, moins grossièrement, les tentations un brin totalisantes, par exemple sur le mode culturaliste de Le Chrysanthème et le Sabre de Rose Benedict, dont la lecture demeure, cela dit, fort intéressante. À vrai dire, les Japonais eux-mêmes ne sont pas étrangers au façonnage de ces mythes. Celui de l'homogénéité ethnique du Japon continue sans doute de faire les délices de la droite nationaliste, contre les faits. Celui d'une immense classe moyenne perdure peut-être également, mais de manière moins assurée depuis les années 90 et l'éclatement de la bulle spéculative. Au-delà comme en réaction aux préjugés et stéréotypes des Occidentaux concernant le lointain et forcément mystérieux Japon, certains essayistes nippons les ont parfois détournés de leur connotation originelle pour en faire cette fois des principes positifs et spécifiques. C'est le domaine des nippologies, incluant aussi bien le groupisme que le mitate, imitation, le caractère primordial de l'harmonie, wa, la dépendance affective, amae, ou encore le binôme intérieur-extérieur, uchi et soto. Des notions qui, en fait, à la différence des mythes envisagés dans le paragraphe précédent, ont probablement une certaine réalité, un certain poids dans les représentations japonaises, mais au travers de ces représentations, dans la vie quotidienne des Japonais. L'erreur serait d'en faire des principes déterminants absolus. Il importe donc de se prémunir contre ce genre de fantasmes, même bien intentionnés. La méthode est donc requise. L'approche d'Anne Gonon à cet égard est essentiellement statistique. Ce que sais-je est riche de données chiffrées et précises, même si à l'occasion ces données ne trahissent que davantage le caractère daté de l'ouvrage. Comparer les revenus et les prix en francs, ma foi, bon. Bien sûr, l'approche statistique en tant que telle ne garantit pas forcément d'éviter de sombrer dans les stéréotypes, mais elle fournit un socle à l'interprétation. Ce que sais-je, comme finalement un certain nombre de ses semblables, est par ailleurs assez dense, et d'une lecture éventuellement aride, a fortiori quand les chiffres sont de la partie. Je ne peux certes pas en faire un compte-rendu exhaustif. J'ai donc pioché dans quelques thèmes généraux pour donner une brève idée du contenu sans rentrer dans les détails. Mais il y a bien plus dans ces 128 pages. À titre d'exemple, j'ai trouvé fort intéressant les très brefs développements consacrés au rapport à la loi, plus spécifiquement dans le cadre de l'action politique. Mais restons-en ici à des choses plus globales. Même au-delà de la mythologie du groupisme, qui, dans ses formes les plus extrêmes, va jusqu'à prétendre que l'individu n'existe pas au Japon,
Il n'en reste pas moins que le rapport au groupe est un questionnement anthropologique fondamental et qu'on ne saurait contourner. L'individu est sans doute inscrit dans plusieurs groupes, éventuellement très divers. En fait, j'y reviendrai dans le cadre des sociabilités associées à la culture et aux loisirs. Mais deux sont sans doute primordiaux qui se voient consacrés d'assez long développement. Et assez arides, dois-je dire, c'est aussi pour cette raison que je ne me sens pas de m'étendre ici outre mesure sur la question. Ces deux groupes sont la famille et l'entreprise. Or, ils sont en crise. La famille, c'était déjà le cas en 1996, et l'entreprise, ça l'était peut-être déjà, mais ça l'est en tout cas de plus en plus. On peut parler ici d'une crise des modèles dès lors. Or, ces structures sont si prégnantes que l'on ne peut pas vraiment les étudier isolément, d'autant que leur transformation affecte nécessairement d'autres dimensions de la société japonaise. Par exemple, la question de la famille impose d'envisager la division sexuelle du travail, disons, mais elle peut aussi avoir des connotations politiques. Le passage du modèle traditionnel de la maison Ye à la famille nucléaire, Kazoku, peut influer sur la conception de l'État. Mais très concrètement, cela a aussi et peut-être d'abord des conséquences d'ordre religieux, du fait de la place accordée au Japon au culte des ancêtres dans le contexte même du foyer. Et c'est dans ce cadre que demeurent quelques ultimes soubresauts du système Ye. L'entreprise de son côté a, malgré la crise, des implications parfois surprenantes pour le lecteur occidental, dans la mesure où son emprise sur le salarié est quelque chose de global mais aussi affectif. La relation entre l'employeur et l'employé peut être teintée d'amae, a un caractère direct et personnel, en théorie du moins, ce qui n'est pas sans rappeler les principes confucianistes, remodelés à la japonaise, de loyauté et de piété filiale, lesquels avaient déjà été détournés dans une optique politique sous Meiji. L'entreprise est un monde en soi, avec ses activités de groupe obligatoires. Le temps passé au travail, considérable, ne consiste en effet pas qu'en horaires normaux et heures supplémentaires. Les sociabilités imposées sont tout aussi essentielles. Même si déjà en 1996, les Japonais souhaitaient, semble-t-il, s'en détourner pour privilégier des sociabilités davantage informelles et choisies. On parlait alors encore de l'emploi à vie, mais je suppose que la crise a affecté ce modèle depuis, et certaines prémices figuraient déjà dans le que d'Angonon, les emplois précaires au premier chef, même si surtout associés aux femmes et aux personnes âgées. Je ne me sens pas de développer davantage concernant ces groupes et leur crise, mais cette ultime remarque nous amène à envisager la diversité des conditions de vie au Japon, sujet qui m'a davantage parlé. Cette diversité des conditions comme de juste peut prendre des formes variables, éventuellement liées entre elles, et le monde de l'entreprise est à nouveau disséqué sous cet angle, c'est assurément un sujet essentiel de ce petit ouvrage. Mais l'exposé procède surtout par opposition, hommes et femmes, jeunes et vieux, ville et campagne. Je relève qu'un autre aspect aurait pu, peut-être dû être traité à cet égard, un peu oublié ici, concernant les populations immigrées au Japon, même si quelques développements en termes d'ouvrage évoquent plus généralement le rapport à l'étranger. Or, cette question a semble-t-il considérablement évolué depuis 1996, avec notamment l'affirmation de la minorité coréenne, ou encore la mise en avant des enfants métissés, les hafu. Dans un registre assez proche, les effets qui demeurent malgré la législation de la vieille discrimination à l'égard des burakumin, anciens États et hinin, ne sont pas évoqués. Mais c'était peut-être un sujet trop spécifique. Reste que ces deux sujets illustrent combien la société japonaise, en dépit des prétentions de certains, n'est pas homogène au plan ethnique et culturel notamment. Le mythe de la classe moyenne aurait de même pu être nuancé au regard des inégalités économiques, et je tends à croire qu'ici les choses ont considérablement changé. Mais les trois binômes qui demeurent ont eux aussi beaucoup évolué depuis 1996. Cependant, le que d'Angonon donnait une bonne idée des transformations alors en cours et qui le sont toujours. La dichotomie masculin-féminin est un sujet d'une extrême complexité et sur lequel je préfère ne pas m'étendre ici, car j'aurai très prochainement l'occasion d'y revenir au travers d'ouvrages plus spécifiques et récents, autorisant des développements plus amples et plus précis. Disons du moins que la société japonaise est toujours passablement sexiste, attribuant des rôles sociaux plus ou moins figés sur la seule base du sexe. La situation évolue, mais lentement. Parler d'une émancipation des femmes serait sans doute bien trop hardi, ainsi qu'en témoignent quelques sujets plus précis, comme les études, prépondérance du cycle court, ou bien sûr le travail, considérablement moins bien payé que celui des hommes, très souvent précaire, et de toute façon abandonné, sinon au mariage, du moins à la naissance du premier enfant, etc. Autant d'occasions de constater que les représentations traditionnelles de la femme en 1996 étaient plus que prégnantes, majoritaires, voire systématiques, chez les femmes comme chez les hommes d'ailleurs. Je suppose que cela demeure encore assez vrai aujourd'hui, même si des évolutions notables doivent être envisagées et analysées. En tout cas, comme dit plus haut, cette dichotomie persistante, mais tout autant ces évolutions, ne sont pas sans effet au regard de la perception de la cellule familiale et de son fonctionnement, ou, mais c'est lié, de la pratique du culte des ancêtres.
La dichotomie jeunesse-vieillesse est également très marquée et traduit à son tour une véritable crise des valeurs. Forcément, le Japon contemporain, à mains égards, n'a plus grand-chose de commun avec celui des générations immédiatement antérieures, sans même remonter jusqu'à la guerre, du moins celle de la haute croissance. Or, l'âge au Japon, mais comme ailleurs, je suppose, a des implications spécifiques au regard des rôles sociaux que la crise des valeurs affecte au premier chef. Ne serait-ce par exemple que du fait de l'abandon de plus en plus marqué de la vieille structure qui faisait cohabiter trois générations sous un même toit, là où l'approche contemporaine tend bien davantage à privilégier la seule famille nucléaire, parents et enfants. Le rôle traditionnel de la personne âgée, notamment au regard de la transmission, ne peut dès lors plus être accompli, et la communication devient de plus en plus difficile entre générations, ce qui peut avoir des conséquences tragiques, dont je ne crois pas me souvenir qu'elles aient été spécifiquement évoquées ici, mais qui sont souvent notées de nos jours, avec le suicide des personnes âgées endémiques, une dimension à rapprocher éventuellement de l'opposition entre la ville et la campagne d'ailleurs. Travailler peu, mais sans garantie aucune, arranger un peu les choses en perpétuant malgré tout un statut et un rôle pour la personne âgée, à ceci près qu'il y a en fait que ce travail a quelque chose d'obligatoire du fait de la protection sociale plus que déficiente au Japon. Une majorité de retraités travaillent en fait, mais ils ne peuvent pas espérer davantage que des emplois extrêmement précaires et très mal payés. Ce qui, pour le coup, les rapproche au moins symboliquement des jeunes, lesquels ont cependant d'autres préoccupations à prendre en compte, et au premier chef, le poids des études, qui coûte cher en outre. L'obsession des concours que tout contribue à renforcer, le discours politique et économique, les ambitions angoissées des parents, la concurrence avec les autres élèves, est plus qu'aliénante. Les études statistiques sont formelles. Les jeunes considèrent les études comme une souffrance, et le qualificatif n'est sans doute pas à prendre à la légère. Toutefois, il faut surtout entendre par là la course acharnée pour être accepté dans une université. En effet, pour ceux qui parviennent à s'inscrire dans le supérieur, les années de fac peuvent constituer un entre-deux autorisant bien davantage de liberté et d'excentricité que les années de bachotage qui précèdent et celles de la vie professionnelle envahissante qui suivent, ce qui a son impact au regard des loisirs et de la culture. Du moins est-ce une possibilité, mais qui peut avoir aussi quelque chose d'intimidant, voire d'anomique. Là encore, les modèles ont pu évoluer, mais je note par exemple que le problème des otaku, sous ce nom mais au sens de hikikomori, est brièvement évoqué par Angonon. Reste un troisième binôme, ville et campagne. Il est en fait assez lié aux deux précédents, mais s'inscrit cette fois dans le paysage. Forcément, les développements à ce propos relèvent au moins pour partie de la géographie, et j'ai déjà pu en évoquer quelques aspects, par exemple avec la géographie du Japon de Jacques Peseux-Massabuo, ou l'Atlas du Japon après Fukushima, une société fragilisée de Philippe Pelletier. Deux ouvrages par ailleurs soulignant par la force des choses combien la situation avait évolué à ce propos, le premier étant assez vieux, le second très récent. Pour le coup, il s'agit bien d'opposer une urbanisation folle et une désertification rurale. Il semblerait que globalement la tendance d'il y a 20 ans ait été suivie, voire encore accentuée. La traditionnelle opposition du Japon de l'envers et du Japon de l'endroit s'est accentuée et concrétisée de manière très visuelle dans cette mégalopole japonaise qui court sur 1200 km, d'Ibaraki au nord et à l'est, à Fukuoka au sud et à l'ouest. Les chiffres actuels sont éloquents. La mégalopole japonaise compte 105 millions d'habitants, soit 80% de la population nationale, sur seulement 6% de son territoire. Les campagnes en contrepartie sont de plus en plus vides. Elles se désertifient, mais elles vieillissent également, et cette dichotomie doit donc souvent être associée à celle opposant jeunesse et vieillesse. La carte des suicides de personnes âgées est éloquente. Dans les campagnes, ce phénomène se traduit notamment par une crise de l'agriculture. Activité dominante il y a peu encore, elle s'est réduite comme peau de chagrin avec les années, jusqu'à devenir un épiphénomène aujourd'hui. Des politiques sont avancées pour tenter d'y remédier, ainsi qu'aux autres problèmes qui y sont liés, ce qui peut par exemple nous ramener à la crise du mariage et de la natalité, avec ces Philippines, etc., qui viennent au Japon pour y épouser des agriculteurs japonais célibataires. Mais cela ne semble globalement guère efficace. On aurait toutefois tort d'envisager le sujet comme systématiquement navrant, ce n'est clairement pas ma manière de voir les choses, hein. Et l'on peut relever que l'urbanisation a un corollaire. Au passage, les villes connaissent un effet donut, les populations urbaines s'attachent en fait souvent aux banlieues et ne vont dans le centre que pour travailler, d'où l'importance au quotidien du réseau de transport en commun. Mais via le quartier, mais aussi le plus grand choix d'activités culturelles et ludiques, la ville offre la possibilité de nouvelles sociabilités alternatives. Ce que sais-je accorde en effet une place non négligeable, qui m'a surpris à vrai dire, aux questions touchant au loisir et à la culture, au travers de ces 3 derniers chapitres, totalisant une trentaine de pages. C'est étonnant, peut-être, mais tout à fait bienvenu, et une occasion appréciable de remettre en cause certains stéréotypes que les pages qui précèdent pouvaient, en cas de lecture hâtive, sembler confirmer, notamment concernant le travail et les études. Je n'ai pu m'empêcher, par exemple, de relever l'importance accordée à la lecture.
mise en corrélation avec le temps passé dans les transports en commun, certes. Cela inclut la littérature, les journaux, les magazines aussi, les mangas enfin, mais l'autrice semble un peu sceptique les concernant. Mais l'aspect physique y est tout aussi important, avec un rapport au corps singulier et qui évolue. Le sport y est lié, bien sûr, avec cette particularité que les sports les plus populaires en termes d'audience, le baseball au premier chef, sont en fait assez peu pratiqués. Les grandes équipes sont une base presque purement universitaire, mais les stades sont remplis lors des grandes compétitions et constituent pour le public un exutoire extrême. Les sports véritablement populaires, c'est-à-dire pratiqués en masse, à l'époque du moins, étaient en tête le bowling, je vais relire différemment certains passages de 20th Century Boys, moi, puis la gymnastique, ensuite le jogging et la natation. Il faut noter que tous ces sports sont surtout pratiqués par les femmes, les mères, et c'est une forme essentielle de leur sociabilité. Au-delà, dans un entre-deux peut-être inattendu, unissant finalement la lecture et le sport, Anne Gonon relève l'importance générale de l'autodéveloppement dans les mentalités et les pratiques japonaises, incluant aussi bien un travail sur soi d'ordre spirituel que le désir de s'investir dans un sport ou un art au point de la perfection, par exemple l'ikebana ou la cuisine, etc. Les voyages peuvent y avoir leur part, alors assez largement le fait d'une élite, mais je crois que ça s'est démocratisé depuis. D'autres activités ludiques sont envisagées, qui ont cependant pu évoluer à leur tour. Le chant est mis en avant dans le cadre du karaoké. Il était alors très populaire, je ne sais pas s'il l'est autant aujourd'hui. Les jeux ont très probablement évolué de même. En 1996, c'était encore le règne du pachinko, et si les jeux vidéo sont évoqués par Anne Gonon, c'est alors avant tout dans un cadre tout autre que celui que nous connaissons aujourd'hui, avec des connotations bien datées de salles d'arcade. Je suppose qu'ici, tout particulièrement avec les idées d'âge de l'information, la prégnance d'Internet et des réseaux sociaux, etc., tous ces développements auraient bien besoin d'être mis à jour. Et ils auraient aussi un impact, peut-être, concernant d'autres loisirs, dont le fait de regarder la télévision qui occupe en fait la première place. Dans tous les cas, l'étude bienvenue de ces diverses activités ludiques et culturelles permet de repenser la question des sociabilités dans la vie quotidienne japonaise, en appuyant l'idée déjà évoquée dans le cadre notamment de l'entreprise, voulant que les Japonais tentent à se détourner des sociabilités imposées pour en privilégier d'autres davantage informelles et surtout choisies. Au final, un petit ouvrage intéressant. S'il est régulièrement d'un abord aride, abondance des statistiques, style pas très engageant, il contient bien des éléments intéressants. Passé la brève mise en jambe historique et géographique, un peu sèche, les premiers développements consacrés à la famille et à l'entreprise m'ont paru un tantinet confus, impression heureusement invalidée assez vite, notamment comme dit plus haut, avec les brèves remarques du chapitre 4 sur la mise en forme, la loi et le rapport à l'étranger. Mais ce sont surtout les développements consacrés à la diversité des conditions de vie qui m'ont parlé, puis, plus encore peut-être, ces ultimes développements auxquels je ne m'attendais pas, portant sur les loisirs et la culture, tout à fait passionnants. Et le semblant de fil rouge courant le long de ce que sais-je et portant sur les sociabilités obligatoires et informelles m'a paru tout à fait pertinent. Cependant, l'ouvrage a ses limites, et la plus sensible est son âge. La vie quotidienne des Japonais d'aujourd'hui n'est probablement plus la même que celle d'il y a 20 ans. Cependant, la lecture de la vie japonaise n'est pas une perte de temps, elle fournit un socle pertinent. Mais c'est au lecteur de compléter et nuancer les informations contenues dans ce petit livre, au regard des évolutions plus récentes. J'ai ma liste de lectures d'ordre sociologique anthropologique et j'aurai donc l'occasion de revenir sur tout ça, et sans doute assez vite concernant la division sexuelle du travail.